La première chose que tu remarques, c'est une sensation de lourdeur enveloppante, comme si tu dormais sous une couverture douce mais lestée. C'est agréable et tu n'as pas l'énergie de faire quoi que ce soit, mais tu parviens à trouver la force nécessaire pour déplacer cette couverture. Tu ouvres les yeux et... c'est bizarre. Il y a tout autour de toi comme une lueur bleue. Tu veux te frotter les yeux et tu découvres que tu as des tentacules à la place des mains. Et si on sautait la partie où tu es terrifié, tu n'arrives pas à croire que tu t'es transformé en kraken. Après quelques jours d'horreur existentielle, de panique et de folie furieuse, tu te calmes enfin. Maintenant, essayons de savoir ce que ça fait d'être le monstre le plus terrifiant des océans. Cette couverture lourde, c'est la pression de l'eau. Elle est colossale à la profondeur où tu vis caché. Peu d'êtres vivants peuvent la supporter. Emmène une voiture à cette profondeur et elle se disloquera immédiatement sous cette masse énorme. Mais tu es le kraken. Tu es plus puissant que n'importe quelle voiture. Ton corps ne se rompt pas dans de telles conditions. Ta peau élastique et épaisse peut supporter la pression la plus forte et tes muscles robustes te permettent de te déplacer sans problème. Et cette lueur bleue alors? Tu te trouves à une profondeur où la lumière du soleil ne pénètre qu'à peine. À cause de la pression de l'eau, tu ne sais pas vraiment où est le haut et où est le bas. Mais heureusement, tu as des yeux immenses qui, comme les lentilles d'un télescope, parviennent à capter la lumière qui vient de la surface. Une personne ordinaire ne verra qu'une obscurité opaque à cette profondeur. Mais tu as un dispositif de vision nocturne intégré à tes yeux, et donc tu vois cette lueur bleue. Il n'y a presque rien si proche du fond de l'océan. Il n'y a que du vide, infini et lourd. Tu vois quelques poissons et des épaves de navires. Les créatures marines que tu croises ici sont plutôt étranges. Voici des poissons pêcheurs, et là, toutes sortes de calmars transparents. Ici, les calmars géants sont tes seuls amis, et tu es comme un roi pour eux. En général, on s'ennuie pas mal au fond de l'océan. On dort et on mange, c'est à peu près tout. Et si tu nageais un peu plus haut pour voir ce que tu peux te mettre sous la dent? Tu t'élèves et l'eau autour de toi s'illumine peu à peu. Il y a de plus en plus de soleil par ici. Et tu rencontres enfin d'autres habitants océaniques. Les tortues, les requins, les poulpes et les raies s'enfuient dès qu'ils te voient. Mais pas les méduses. Tu ne les inquiètes pas. Tu cherches quelque chose à manger et tu remarques un banc de poissons. Super, ton déjeuner est prêt. Après avoir mangé, tu traînes un peu, t'amusant à faire peur aux poissons et aux dauphins. Ces tentacules si agiles sont vraiment géniales. Et tu en as 10. Il t'est impossible d'exprimer ce que tu ressens. Chacun de tes doigts est devenu immense. On dirait des queues de billard. Et c'est incroyable. Quand tu étends tes tentacules, ils deviennent aussi longs qu'un Boeing. Et puis il y a toutes ces ventouses dessus. Tu peux attraper n'importe quoi, si fermement qu'aucune créature ne peut t'échapper. Et grâce à tes nouveaux bras, tu nages vraiment très vite. D'abord, tu les disperses, puis tu les réunis et ils te propulsent en avant. Les puissants courants d'eau que tu crées en te déplaçant éloignent tous les autres poissons. Tu remarques une baleine bleue. C'est le plus grand mammifère du monde. Mais à côté de toi, elle ressemble à un chiot. Alors tu nages, tu manges, tu fais peur aux poissons et aux autres créatures marines et... c'est tout. Ta vie est plutôt morne. Combien de temps cela va-t-il durer? Une centaine d'années? Un millier? Tu veux t'amuser un peu, alors tu montes jusqu'à la surface. Et là, le vif éclat du soleil t'éblouit. Tu essaies de t'y habituer. L'eau est calme, il n'y a pas de vent. Tu regardes autour de toi et tu remarques un minuscule point droit devant. Génial! C'est un grand bateau de pêche en bois et avec des voiles. Tu vas enfin pouvoir t'amuser. Tu as hâte de rencontrer des gens et de leur parler de toi. Alors tu nages joyeusement vers le bateau. Si quelqu'un te voyait, il te trouverait probablement bien effrayant. Tu te retrouves coincé dans un filet de pêche. Comme il est mince, tu peux le déchirer sans problème et tu remontes vers la surface. Les personnes sur le pont du bateau sont terrifiées. Elles crient et courent dans tous les sens. « Hé les gars, où est-ce que vous allez? Je veux juste un peu jouer avec vous. » Il te paraît si petit. Les pêcheurs te lancent des harpons et des haches, mais tu ne ressens aucune douleur. Tu poses un tentacule sur le pont et tu le brises sans faire exprès. Le navire est très fragile, un peu comme une boîte d'allumettes. Mieux vaut ne pas y toucher. En te retournant, tu fais accidentellement chavirer le bateau. Tous ceux qui étaient à bord sont maintenant dans l'eau. Heureusement, tu as assez de tentacules pour tous les sauver.
En attrapant les pêcheurs, tu lis l'horreur dans leurs yeux. Il y en a même un qui s'évanouit. Tu remets le bateau sur l'eau et tu aides tout le monde à regagner le pont. Puis tu pousses le navire en direction de la terre ferme. Mais il vaut mieux que les gens sur le rivage ne te voient pas. Ces marins raconteront partout comment ils ont survécu à leur rencontre avec un monstre géant. On dira que tu es terrible, mais personne ne pensera à mentionner que tu les as aussi sauvés. Quelle injustice! Tu retournes dans les profondeurs de l'océan et tu t'endors. Des sons étranges te réveillent. C'est comme de l'eau qui coule d'un robinet dans un évier. Tu ouvres les yeux et tu perçois de faibles éclairs autour de toi. Voilà qui est intéressant. Tu nages et tu te rends compte que c'est un orage qui t'a réveillé. Il semble plutôt violent. Le ciel est noir et les vagues sont énormes. Tu remarques un grand navire au milieu de tout ce chaos. Ce bateau est différent de ce que tu as pu voir auparavant. Il est tout en fer et il n'a pas de voile. C'est un cargo moderne. Il semble que tu te sois endormi pendant quelques centaines d'années. Les gens à bord t'aperçoivent et lancent une fusée de signalisation. Une lumière rouge vif t'éblouit. En déployant tes tentacules, tu pousses involontairement le navire. Mais comme il est lourd, il ne chavire pas. Il semble que les technologies aient avancé pendant que tu dormais. La tempête se fait plus violente. Le bateau roule puissamment sur la surface des eaux. Tu essaies de le retenir avec tes tentacules, mais cela ne fait qu'effrayer les personnes à bord. Ils hurlent et tu comprends leur réaction. Un monstre gigantesque est sorti des profondeurs noires et s'est accroché à leur navire. Tu n'aimes pas voir qu'ils ont peur de toi, alors tu décides de t'éloigner. Malheureux, tu vas te cacher tout au fond de l'océan. Être le kraken n'est plus très amusant. Seuls les poissons t'acceptent et ils sont muets. Horrifier les hommes te fait une peine immense. Tu te sens seul au monde. Tu manges ton déjeuner et tu te rendors. « Hé, monsieur Kraken, vous m'entendez ?» dit une voix. Tu te réveilles et tu frissonnes apeuré. Qui a parlé ? Toutes ces histoires au sujet du Hollandais volant sont-elles donc vraies ? Est-ce que c'est un fantôme que tu viens d'entendre ? Je comprends que vous soyez troublé, monsieur Kraken. Nagez jusqu'à la surface et vous saurez tout. Quelques minutes plus tard, tu sors de l'eau et tu vois un énorme vaisseau volant. Il flotte juste au-dessus de la mer. Mais le plus fantastique, c'est que les gens qui sont à bord n'ont pas peur de toi. Ils te regardent avec curiosité et même avec une certaine sympathie. Tu remarques un homme avec un casque étrange parmi eux. « Salut, c'est moi qui vous parle grâce à cet appareil de télépathie. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par la pensée. » Nous sommes au 24e siècle. Les hommes ont inventé une technologie qui leur permet de communiquer avec les animaux. Ils ont découvert que la plupart des créatures n'ont pas de pensée articulée. Elles ne vivent qu'avec leur instinct. Mais un jour, ils ont détecté une activité cérébrale venant des profondeurs de l'océan. Et ils t'ont découvert. Tu es l'un des êtres les plus intelligents de la planète. Et les hommes veulent communiquer avec toi. Enfin, ta vie solitaire est terminée. Les plats, sur les tables de la salle à manger du bateau de croisière, semblent tout juste avoir été préparés. On dirait que tout le monde vient à peine de partir. Tu paniques et tu te précipites à l'extérieur, sur le pont principal. Des pantoufles et des sandales traînent un peu partout, mais il n'y a personne. Tu te penches par-dessus la rambarde et tu vois que le navire avance toujours. Mais il n'y a pas un seul membre d'équipage en vue. D'abord, tu te dis qu'ils se sont tous rassemblés quelque part pour une raison que tu ignores. Alors, tu te diriges vers la passerelle de navigation. Tu traverses de longs couloirs labyrinthiques pour atteindre la timonerie. La porte est grande ouverte et le régulateur de vitesse a été enclenché. Quelques scénarios défilent dans ta tête. Le scénario numéro 1 est que pendant que tu dormais, tous les autres se sont réveillés et ont décidé de te faire une farce. Ils doivent donc se cacher quelque part sur le navire. Au moment où tu paniqueras parce que tu te croiras seul, ils sortiront tous de leur cachette pour te surprendre. Et il y aura une fête et du gâteau. Le deuxième scénario que tu imagines est que pendant que tout le monde profitait de sa croisière, le navire est accidentellement entré dans la 4e dimension, emmenant tout le monde avec lui, y compris les animaux. Mais alors, pourquoi est-ce que tu es encore là, toi ? Dans le troisième scénario, les passagers et l'équipage ont trouvé un meilleur bateau et ont décidé d'abandonner celui-ci pour continuer la croisière sur l'autre. Ils ont tout simplement oublié de te le dire. Mais pourquoi n'ont-ils pas emporté leurs affaires et n'ont-ils même pas pris le temps de finir leur repas ? Tu essayes de comprendre comment fonctionnent les commandes. Mais pour toi, tous ces boutons et ces lumières qui clignotent ne forment qu'un immense gadget incompréhensible. Il n'y a pas de manuel, mais il y a une connexion Wi-Fi et elle est assez bonne. Tu démarres ton ordinateur portable pour faire une recherche rapide afin de savoir comment piloter
piloter cet énorme véhicule. Tu comprends rapidement que le navire est en pilote automatique. Il est équipé de capteurs capables de détecter les moindres variations de la houle. Tu vas sur les réseaux sociaux pour essayer de contacter quelqu'un, mais ton téléphone n'a pas de signal. Seul ton ordinateur portable est connecté grâce à son câble. Il y a une radio pour contacter le continent. Tu appelles, mais personne ne répond. Soudain, des notifications s'affichent. Tu vois les photos de tes amis qui sont partis en vacances ou restés chez eux, mais il n'y a personne dessus. Tu ne vois que des chambres vides, des paysages désertés. Tout le monde semble avoir officiellement disparu, sauf toi. Tu essayes une dernière fois de contacter quelqu'un, n'importe qui, mais personne ne répond. Tu vérifies l'itinéraire de la croisière et tu découvres qu'il faudra environ 11 jours au bateau pour atteindre le quai le plus proche. En étudiant la carte, tu remarques une petite île isolée. Elle ne se trouve qu'à 4 jours de voyage. Le bateau de croisière se déplace à une vitesse d'environ 20 nœuds, soit à peu près 37 km/h. Tu décides de visiter le navire et d'entrer dans des salles où tu n'as normalement pas accès. Les publicités à la télévision montrent un bateau de croisière entièrement vide, sans personne à bord. Lors d'une croisière de 7 jours, un tel navire utilisera plus de 4080 kg de laitue et 20 400 kg d'œufs. En général, on consomme 2000 steaks et 1000 pommes de terre au four par jour sur une croisière de plus de 1000 personnes. Il y a tellement de nourriture et d'ingrédients sur le bateau que, théoriquement, tu pourrais tenir pendant des années. Tu te rends à la réception et tu saisis le micro qui sert aux annonces officielles. « Il y a quelqu'un ? Vous êtes là ?» Mais personne ne te répond. « Si c'est une farce, ce n'est plus drôle. Vous pouvez sortir maintenant. Je vais aller manger un bout sur le pont. » Tu attends quelques instants, mais en vain. Tu décides de visiter les étages inférieurs du navire. Mais avant de descendre, tu vas jeter un œil à la patinoire. Là non plus, il n'y a personne. Tu enfiles des patins et tu fais un petit tour. Ça fait du bien. Personne n'est là pour t'embêter ou pour te dire quoi faire. Après ça, tu visites la salle de loisirs et tu essayes quelques jeux d'arcade. Comme tu disposes d'une réserve de jetons illimitée, tu joues pendant des heures. Le soleil commence à se coucher, alors tu décides de te servir une boisson rafraîchissante et de profiter du panorama. Tu t'assieds sur le pont supérieur où seuls les passagers les plus fortunés sont autorisés et tu t'installes sur un immense transat. Tout est si calme, tu n'entends que le bruit de l'océan. Tu t'endors et tu ne te réveilles que le lendemain matin à cause du soleil. Tu vas te promener, cherchant quelque chose à faire. Tu attrapes un club de golf et tu commences à lancer des balles. Tu les envoies toutes dans la mer pendant des heures, jusqu'à ce que l'ennui te prenne. Tu t'aperçois que tu t'es laissé distraire et tu décides de te rendre sur les ponts inférieurs. Tu pénètres dans une salle réservée à l'équipage avec une carte d'accès que tu as trouvée par terre. Tu commences à descendre vers le fond du navire. Il fait de plus en plus sombre. L'électricité ne fonctionne pas, alors tu te munis d'une lampe torche et tu explores les salles. Les membres de l'équipage vivent généralement dans des cabines de style dortoir avec des lits superposés. Ils disposent aussi d'un espace commun pour prendre leurs repas et ont accès à certaines activités de loisirs. Les cuisines qui préparent les repas des principaux restaurants sont également situées dans les zones inférieures. Toutes les cabines se ressemblent. Il y a beaucoup de bruit provenant de la salle des machines. Ça te donne la chair de poule. Les tuyaux grincent et les bruits secs se font entendre un peu partout. L'éclairage clignote. Des ombres ont l'air de te suivre lorsque tu te déplaces avec la lampe torche que tu as ramassée dans l'une des salles. Tu as peur. Tu appelles pour savoir s'il y a quelqu'un. Mais tout ce que tu entends, c'est ta propre voix qui résonne dans les couloirs. Tu es perdu. Tu essayes de retrouver ton chemin vers les ponts supérieurs, mais tous ces couloirs se ressemblent. Tu te mets à courir et tu paniques. Tu trébuches sur quelque chose et tu perds ta lampe. Il fait très sombre. Tu agites tes bras dans tous les sens en essayant de trouver la sortie. Tu poses tes mains sur les murs pour tenter de t'orienter. Tu vois enfin une lumière vive au bout du couloir. Tu te diriges vers elle. Tu arrives dans l'une des cuisines centrales où tu trouves énormément de nourriture. Il y a des dizaines de frigos et même une cuisine entière consacrée au dessert. Ton estomac crie famine. Tu manges des mets parmi les plus exotiques et les plus haut de gamme. Chacun d'entre eux peut coûter jusqu'à 1000 € dans un restaurant de luxe. Tu passes les jours suivants à te régaler de délicieuses friandises, à jouer au golf et à faire la fête sur la piste de danse. 3 jours plus tard, tu as consommé tous les plaisirs que tu pouvais consommer sur le bateau de croisière. Tandis que tu te prélasses au soleil, tu aperçois une île au loin. Tu attrapes tes jumelles et tu vois le quai. Le navire se dirige droit vers lui. Tu retournes rapidement à la timonerie pour consulter la carte. Le bateau arrivera dans 30 minutes. Mais tu ne sais pas comment le faire accoster. Tu décides de baisser l'ancre pour arrêter le bateau. Tu utiliseras ensuite un canot de sauvetage et tu rameras jusqu'à l'île. Tu rassembles du matériel et des vivres et tu pars. Peut-être que quelqu'un sur l'île pourra t'aider.
Tu descends et tu rames jusqu'au rivage. Tu entres dans la ville, mais elle aussi est déserte. Les gens ont abandonné leurs voitures sur les routes au beau milieu de leur trajet. Tu te rends au poste de police dans l'espoir d'obtenir des informations, mais rien. Quelques mois plus tard, tu as exploré l'île d'un bout à l'autre en consommant les réserves du bateau de croisière. Au bout de 5 ans, l'île est entièrement sous ton contrôle et tu as appris à piloter le navire. Tu n'as pas vu une seule personne depuis ce jour déjà lointain. C'est comme si tout le monde avait disparu, littéralement volatilisé. 10 ans plus tard, tu es assis dans la tour radio. Ta barbe est longue et tu as cultivé des champs sur toute l'île. Ça fait 3 ans que tu n'as pas mis les pieds sur le bateau. Soudain, tu captes un signal en morse sur la radio. Quelqu'un sur le continent essaye de te contacter. Tu décides de remonter sur le bateau et de rejoindre la civilisation. Tu reçois une notification sur ton téléphone t'informant qu'Internet va cesser d'exister dans 7 jours. Tu jettes ton gadget de côté et continues à regarder la télévision. Soudain, tu vois apparaître une notification bulletin spécial. Et le présentateur du journal télévisé répète ce que tu viens de lire sur ton téléphone. La chaîne diffuse des images en direct de personnes paniquant dans les rues et perdant la tête. Tu regardes par la fenêtre de ton appartement et tu vois des gens courir partout en tenant leur téléphone et leurs ordinateurs portables à bout de bras. Tu descends et essaies d'éviter le chaos en te tenant dans une ruelle. Derrière toi, quelqu'un marche sans réfléchir en marmonnant « plus d'internet, encore et encore ». Tu reçois un appel d'un numéro inconnu te disant que tu dois rencontrer quelqu'un dans un lieu inconnu. Tu ouvres la carte sur ton téléphone et tu t'y rends en voiture. De l'extérieur, cela semble être un bâtiment abandonné, mais de l'intérieur, c'est une installation high-tech, avec des scientifiques en combinaison et blouse de laboratoire. Tu es arrivé juste à temps pour le briefing. Un scientifique aux cheveux gris entre dans la salle de projection et commence sa présentation. Il explique que de nos jours, plus de 4 milliards de gens utilisent Internet et il n'y a aucun moyen d'empêcher le web de s'effondrer. Il y a plus de 74 zeta-octets de données en ligne actuellement. Un zeta-octet correspond à 1000 milliards de gigaoctets, ce qui fait beaucoup de zéros. Un document Word d'1 gigaoctet de données comporte environ 65 000 pages. Donc pour 74 000 milliards de gigaoctets, cela fait beaucoup trop de zéros pour qu'on puisse le dire en une seule fois. Mais cela représente environ 4,8 millions de fois 1021 pages. Une feuille de papier A4 a une épaisseur de 0,1 mm. Pour chaque gigaoctet, nous aurons donc 7 mètres de papier empilé. Tout le monde décroche à la moitié de la présentation, mais les personnes en blouse de laboratoire commencent à travailler immédiatement. Tu es chargé d'aider à imprimer Internet. Tu prends ta place dans la chaîne de montage avec une centaine d'autres personnes. C'est ton premier jour et tu manipules une presse à imprimer. Le complexe entier est rempli d'imprimantes. Les gens vont et viennent constamment apportant du papier depuis des camions. Tu commences par imprimer tout ce qui concerne la santé. Puis tu passes à d'autres documents cruciaux. Tu n'as pas le temps de lire quoi que ce soit. Tu dois aussi t'assurer qu'un document compte environ 8000 mots. Tu travailles du matin au soir. Puis, l'équipe de nuit prend le relais. Tu n'as droit qu'à une pause déjeuner, à un total de 20 minutes d'étirement et à un passage aux toilettes. Tout le monde travaille de façon mécanique. Le journal télévisé en arrière-plan montre des pays du monde entier qui font leur part du travail. À l'autre bout du complexe, d'autres équipes téléchargent des vidéos et des fichiers audio. Après la fin de ton service, le personnel de nuit prend le relais. Tu pointes et tu rentres chez toi. Tu réalises que pendant cette journée, toutes les équipes du monde entier n'ont pas couvert plus de 1% des informations. Te sentant démotivé, tu regardes autour de toi. Il a été interdit de créer du nouveau contenu, sauf en cas d'extrême urgence. Chaque journée supplémentaire peut produire tellement d'informations qu'on n'aura pas le temps de les télécharger. Tu es de retour à la chaîne de montage. Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière et tu n'arrives pas à te concentrer. Les autres employés autour de toi n'ont pas bien dormi non plus. Juste avant le déjeuner, certaines personnes s'évanouissent à leur poste de travail et se font soigner immédiatement. Beaucoup de gens sont en attente autour de toi, prêts à prendre la relève. Tu imprimes le reste des documents les plus importants, puis tu passes aux données de deuxième niveau, comme les articles, les blogs, etc. Ton service a été prolongé de 2 heures supplémentaires. Tu rentres chez toi épuisé et absolument pas préparé à attaquer la journée du lendemain. Tu
Tu arrives au travail et découvres un tout nouveau complexe construit juste à côté. Ils l'ont apparemment érigé en une nuit. Tu as été affecté au nouveau bâtiment. Ta tâche consiste à imprimer encore plus d'articles sur papier. Ton service a été prolongé d'1 heure supplémentaire. Toi et tous les autres êtes trop fatigués pour faire quoi que ce soit et vous pouvez à peine garder les yeux ouverts. Il ne reste que quelques jours, mais seulement 15% de l'Internet a été imprimé. Ils sont en train d'installer un autre bâtiment avec encore plus d'imprimantes. La nuit approche et tu travailles toujours. Finalement, l'équipe de nuit arrive et prend la relève. Mais on ne te laisse pas partir. On te dit de passer la nuit dans une salle communautaire. Ainsi, tu peux gagner du temps en évitant de faire la navette entre ton domicile et le travail. On t'escorte jusqu'à la salle que tu vas partager avec une centaine d'autres personnes. Tu essaies de dormir, mais tu n'y arrives pas. Tu te retournes et te retournes, mais tes yeux restent grands ouverts. Une cloche te réveille. C'est l'heure d'un rapide petit déjeuner. Une par une, les personnes de l'équipe de nuit se dirigent vers leur salle communautaire. 20 minutes plus tard, tu es de retour à la chaîne de montage. Alors qu'il ne reste que 3 jours, ils te poussent encore plus. Tu regardes dehors et tu vois qu'encore plus de bâtiments sont sortis de nulle part. Des camions remplis de papier font des allers-retours, provoquant des embouteillages. Un bunker souterrain a été construit dans le désert du Sahara. Il s'étend sur des kilomètres et est assez grand pour stocker tous les documents et les dossiers. Les camions transportent plusieurs tonnes de papier chacun. Puis des avions transportent la précieuse cargaison jusqu'au désert du Sahara. De plus en plus de personnes craquent et commencent à s'endormir debout. La production ralentit et une cloche d'urgence sonne pour que d'autres personnes puissent prendre le relais. Mais il n'y a pas assez de personnel. De nombreuses personnes improvisent et font plusieurs tâches à la fois. Le système est hors de contrôle. Si la production s'arrête ne serait-ce qu'une demi-heure, des tonnes d'informations ne seront pas imprimées. Tu te diriges vers la salle communautaire pour te reposer. Tu vois d'autres recrues arriver. Des milliers de personnes travaillent dans l'établissement désormais. Tu retournes à la chaîne de montage et continues à imprimer, mais personne n'est d'humeur. La production est plus lente qu'elle ne devrait l'être, alors qu'il ne reste que 2 jours. Les nouvelles montrent que les gens dans les rues sont toujours en train de paniquer. Beaucoup d'entre eux se filment. Mais c'est inutile puisque cela ne sera pas archivé. Comme le monde entier travaille 2 fois plus depuis le premier jour, environ 70% d'Internet a été imprimé. Mais on commence à manquer de papier. Les fabricants n'arrivent pas à suivre la cadence. D'ici le dernier jour, il n'y aura peut-être plus de papier. Tu ressens une pression énorme. Tout le monde est nerveux. Les gens font des erreurs de plus en plus souvent, ce qui ralentit le processus. Comme les imprimantes travaillent sans relâche depuis 6 jours, beaucoup d'entre elles tombent en panne et sont remplacées. C'est fini. Il ne reste plus que quelques heures. Tu n'as pas dormi du tout la nuit dernière. En fait, le monde entier est resté éveillé, attendant que le compte à rebours commence. Toutes les choses importantes ont été imprimées. Il ne reste plus que des choses plus triviales. Mais même celles-ci ne doivent pas être perdues. Tout le monde, y compris l'équipe de nuit, met les bouchées doubles. Les entreprises de production de papier ont trouvé un moyen d'en produire davantage juste à temps. Tes yeux se ferment, ton corps est faible. La seule chose dont tu as envie, c'est ton lit. Tu as faim et ta tête est lourde. Les équipes vidéo et audio ont officiellement fini de télécharger et de sauvegarder tout le contenu. Seuls quelques pays impriment encore des informations. Tu cliques mécaniquement sur « Imprimer », tu ajustes le nombre de mots et tu fixes les marges. Tu le fais depuis si longtemps que tu peux maintenant le faire les yeux fermés. Mais tu te secoues de temps en temps et tu essaies de te concentrer sur ton travail. Le monde entier se met à l'écoute pour la fin d'Internet. Seuls 0,5% des données ne sont pas encore imprimées, mais on est à quelques minutes de l'arrêt d'Internet. 3, 2, 1 et Internet n'existe officiellement plus. Au lieu de provoquer le chaos partout, les gens se contentent de rester tranquillement dans les rues. Ils semblent avoir accepté la situation. Les téléphones ne sont plus utilisés que pour appeler, envoyer des SMS et faire des choses basiques. Si quelqu'un veut des informations, il se rend dans une bibliothèque ou une librairie. Au cours des 7 premiers jours, l'économie mondiale s'effondre. Les entreprises doivent trouver des moyens de travailler sans Internet. Le système bancaire s'effondre aussi, puisque tout le monde a retiré son argent de ses comptes. Plus de nouvelles ni de hashtags sur les réseaux sociaux, c'est probablement le moment le plus mémorable de l'histoire. Tu expires et tu rentres chez toi, en ce premier jour du monde sans Internet. L'année 2160.
Le lieu, l'océan Pacifique, au large des côtes du Japon. L'océan semble calme, du moins la surface semble l'être. Mais le fond est en train de se fissurer. Boum! La terre s'ouvre, le magma jaillit. La fissure déclenche un tremblement de terre et une quantité massive d'énergie est dégagée dans l'océan. Et maintenant, la gravité entre en jeu. Elle tire l'eau vers le bas et la déplace de plus en plus vite. C'est un tsunami. Une vague aussi haute qu'un gratte-ciel fonce vers Tokyo à 800 km/h. Cela représente des millions de tonnes d'eau. Ce serait génial de la prendre en photo, mais nous n'avons pas le temps d'admirer la puissance de la nature. Le tsunami est sur le point de frapper la baie de Tokyo. La vague s'écrase sur le rivage et commence à attaquer la plus grande structure de la planète, la métropole pyramidale de Tokyo. Elle fait 2000 mètres de haut, soit 5 fois la hauteur de l'Empire State Building. Imagine que toute la population de Denver dans le Colorado vive et travaille dans un seul bâtiment. La métropole pyramidale de Tokyo, MPT, peut accueillir 750 000 personnes à la fois. Étonnamment, la structure résiste à l'impact et la plupart de l'énergie du tsunami semble avoir simplement disparu. Cette fois, l'ingénierie tient tête à la nature. La MPT a été construite par la société Shimizu, qui a été fondée en 1804. La pyramide est la structure la plus stable qui soit. Si tu as du mal à le croire, va en Égypte et observe les grandes pyramides de Gizeh. Elles ont déjà tenu au moins 4500 ans et sont toujours aussi solides. La MPT est construite sur l'eau et se compose de 204 pyramides individuelles. Elles ressemblent à des grappes de raisin empilées les unes sur les autres, 8 étages en tout. Seulement dans ce cas, chaque raisin a la taille d'un casino de Las Vegas. La MPT est creuse, c'est grâce à cela qu'elle résiste aux typhons et aux tsunamis. Elle ne prend pas le vent et les vagues de plein fouet, mais laisse toute cette énergie la traverser. Des robots et des systèmes de contrôle autonomes gèrent l'endroit. Ils fonctionnent grâce à l'énergie solaire, éolienne et marémotrice. Les pyramides sont reliées par des passages d'une longueur cumulée d'environ 137 km. Ils relient toutes les zones et sont entretenus par une intelligence artificielle qui trouve toujours le moyen le plus rapide d'aller de la pyramide A à la pyramide B. La MPT est manifestement la ville du futur, mais la technologie humaine n'est pas encore tout à fait prête pour cela. À l'origine, les ingénieurs ont décidé d'installer la pyramide sur 36 colonnes, toutes ancrées dans le fond de l'océan. Si tu construisais une pyramide de cette taille en acier et en béton, tu verrais 50 millions de tonnes de charge se presser sur elle-même. La MPT se serait effondrée sous son propre poids et aurait implosé dans l'océan. Il fallait quelque chose de 1000 fois plus léger que le béton, mais plus solide que l'acier. Alors, quel est ce matériau futuriste ? Regarde cette antiquité. C'est la première voiture de la planète dotée d'un moteur à combustion interne. Elle a pris la route pour la première fois en 1885. Et voici le premier satellite artificiel que les humains aient lancé dans l'espace. Il n'a fallu qu'une évolution pour passer de la première calèche sans chevaux à notre premier vol dans l'espace. Cette MPT n'a pas l'air si ridicule. Nous sommes capables de tout faire. La solution est le carbone, et il est partout. De la tige de ton crayon au diamant de ta couronne, de ta bague jusqu'à la mèche de ta perceuse industrielle. Mais il ne faut pas seulement du carbone ordinaire, il faut du graphène. C'est un type de carbone à partir duquel on peut fabriquer des nanotubes. Ils sont plus fins qu'un cheveu humain, mais 400 fois plus résistants que l'acier. Et le plus important, c'est qu'ils sont légers. Les nanotubes ne sont pas affectés par les produits chimiques, l'oxygène ou l'eau. Parfait pour la MPT. C'est juste une façon élégante de dire qu'elle ne va pas rouiller. Shimizu a des projets en vue d'une centrale électrique sur la Lune, ou d'une ville sous-marine, voire de transformer le désert du Sahara en une immense oasis, et bien plus encore. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir changer le monde. Les Pays-Bas font 2 fois la taille du New Jersey, et environ 30% de leur territoire se trouve sous le niveau de la mer. Pour protéger leur pays de l'eau, les Néerlandais ont construit des digues, beaucoup de digues. Mais ce n'est qu'une stratégie défensive. En 1986, ils ont décidé de passer à l'offensive et de reprendre une partie des terres à la mer. La première digue faisait 30 km de long. Elle a essentiellement transformé une baie en un lac. La deuxième a scellé l'affaire. Après 42 ans de travail, les Pays-Bas se sont offerts une toute nouvelle province, plus grande que Los Angeles. Les humains ont fait la même chose dans le monde entier, comme à Hong Kong, aux Philippines ou en Italie. Et si on construisait des choses sur une terre qui est déjà de la terre ?
Avant les missions de la NASA vers Mars, le projet le plus cher de l'histoire était la construction du système d'autoroute inter-États des États-Unis. Il a fallu environ 35 ans pour le terminer. En monnaie d'aujourd'hui, il a coûté environ 530 milliards de dollars. Tout cet argent a permis d'achever 74 000 km de route, soit l'équivalent de presque 2 fois le tour du globe. Il y a plus de 270 millions de véhicules aux États-Unis, plus qu'au Japon, au Brésil, en Inde et en Allemagne réunis. Mais en termes d'efforts purs, les routes de Rome étaient bien plus impressionnantes. Plus de 2000 ans avant la première automobile, les Romains ont construit un énorme réseau de routes de 80 000 km de long. Elles s'étendaient de l'Irlande à l'Égypte et de la Turquie à l'Espagne. Les routes étaient plutôt sûres et les voyageurs pouvaient séjourner dans des hôtels, dîner dans des auberges ou faire parvenir un courrier par voie postale. Seulement environ 30% de la surface de la Terre est constituée de terre. Les océans, les rivières et les lacs du monde sont pleins de vie, et cela semblait être une tâche ridicule de cataloguer tout ce qui y vit. Mais 2700 scientifiques de 80 pays ont décidé de faire équipe pour accomplir ce but. Budget de l'opération, 650 millions de dollars. Ces scientifiques ont passé 10 ans à chercher des espèces anciennes et nouvelles. C'était l'un des plus grands projets scientifiques jamais tentés. Ils ont même découvert environ 6000 nouvelles espèces de poissons, de calamars et d'algues. La Grande Muraille de Chine est immense, 21 000 km de murs, de barrières naturelles et de tranchées. Cela équivaut à environ 2 fois la distance entre l'Alaska et l'Australie. Elle a été construite sur une période de 2000 ans, sans camions, sans bulldozer, sans électricité. Juste la force brute des ouvriers. La Chine moderne n'a pas vraiment perdu la main. En 2 ans, la Chine a utilisé plus de béton pour la construction que les États-Unis ne l'ont jamais fait. De toute leur histoire. Routes, villes, aéroports, tout est gigantesque là-bas. Le barrage des Trois Gorges est clairement la nouvelle Grande Muraille de Chine. Plus de 2,3 km de long et 180 mètres de haut. Et il y a 3 fois plus de béton et d'acier que dans le barrage Hoover des USA. C'est la plus grande structure en béton du monde et elle a coûté environ 37 milliards de dollars. Plus d'1 million de personnes ont dû faire leur bagage et déménager pour lui faire place. La Suisse possède le tunnel ferroviaire le plus long et le plus profond de la planète. Sous les sommets enneigés des Alpes, les constructeurs ont creusé 56 km de tunnel. Chaque jour, 200 trains de marchandises et de passagers le traversent. La quantité de roches extraites pour construire le tunnel est à peu près la même que celle de 5 grandes pyramides. Le tout a coûté environ 12 milliards de dollars. L'Égypte est l'une des plus anciennes nations de la planète. Mais aujourd'hui, on y construit l'une des villes les plus récentes au monde. Elle fera à peu près la taille de Singapour et sera peuplée de 6 millions de chanceux. Il y aura des logements, des bâtiments gouvernementaux, des divertissements et même un opéra. Ainsi qu'un parc immense qui fera passer Central Park pour un petit jardin privatif. Quand elle sera terminée, ce sera la nouvelle capitale de l'Égypte. Pourquoi se donner tout ce mal ? Eh bien, car d'ici 2050, le Caire comptera environ 40 millions d'habitants et ils auront bien besoin d'une nouvelle ville. Les premiers vols vers la Lune ont coûté environ 280 milliards de dollars en argent d'aujourd'hui. Mais SpaceX compte démocratiser cette expérience. L'entreprise prévoit de fonder une colonie sur Mars avec une population d'1 million de personnes d'ici 2050. Ils affirment qu'une fois le programme lancé, tu pourras acheter un billet pour Mars pour seulement 100 000 $. Mais le plus grand projet scientifique jamais réalisé est sans aucun doute la Station spatiale internationale. Elle pèse autant que 2 Boeing 747 et traverse l'espace à la vitesse de 28 000 km/h. Soit 8 km par seconde. La station orbite autour de la Terre 16 fois par jour, ce qui ne coûte pas rien. Heureusement, tout un tas de pays se partagent la facture. Mais c'est certainement le room service le plus cher de toute la galaxie. Il faut compter 10 000 $ pour livrer une bouteille d'eau de la Terre à la station spatiale. À ce prix-là, il est important de savoir si elle doit être pétillante ou plate. Tes pieds abritent environ 7000 terminaisons nerveuses. Ils doivent être terriblement sensibles pour te permettre de rester en équilibre et ne pas tomber à la renverse. Tous ces nerfs envoient constamment des informations à ton cerveau. Celui-ci utilise plus d'énergie pour les traiter que les données de l'ensemble de ton torse.
Ainsi, lorsque quelque chose se produit pour tes pieds, comme une pression supplémentaire, un changement de température, ou le fait de marcher sur un objet pointu comme des Lego, cela te fait vraiment très mal. Les briques Lego sont fabriquées à partir de 3 composants en plastique polymère. Cela les rend super résistants et solides. Il faudrait un gros cheval ou un piano pour comprimer un Lego. Lorsque tu marches dessus, avec tout ton poids concentré en un seul point sur une surface solide, toute sa super force se retourne contre toi. Elle pénètre directement dans l'énorme paquet de nerfs, ce qui aggrave encore plus la situation. Les choses sont légèrement plus agréables sur un tapis moelleux, mais cela n'annule pas pour autant le problème. Lego s'est senti si coupable de cette douleur qu'il a même créé des pantoufles anti-Lego. Les pantoufles avec un dos ouvert s'adaptent aux pieds droit et gauche. Les semelles sont tellement rembourrées que tu pourrais marcher sur une énorme brique sans rien sentir. Ces pantoufles étaient une édition limitée de 1500 unités. La société a choisi des fans au hasard pour leur faire cadeau de ces pantoufles. Quand tu te cognes l'orteil, cela fait très mal parce que tu exposes sa petite surface à la force d'un coup de poing de karaté. Il est rempli de terminaisons nerveuses qui ne sont pas protégées par un gros rembourrage. Le signal de douleur est envoyé instantanément au cerveau. Bien avant l'invention des antibiotiques, ce genre de douleur fulgurante permettait de sauver des gens. Ils faisaient plus attention où ils mettaient les pieds pour éviter toute cette douleur. Cela leur évitait bien des ennuis. Les chercheurs ne savent toujours pas exactement pourquoi certaines personnes sont plus chatouilleuses que d'autres. Certains pensent que cela pourrait être génétique ou lié à la sensibilité de la peau. C'est normalement aux endroits les plus vulnérables, comme l'abdomen ou la gorge, que l'on est le plus chatouilleux. Il pourrait s'agir d'un réflexe naturel pour repousser les intrus. La plupart des gens deviennent moins chatouilleux en vieillissant, et lorsqu'ils sont tristes ou en colère. Si tu vois quelqu'un bâiller, tu lui réponds en bâillant, pour les mêmes raisons que tu imites les mots et les gestes des autres. C'est un réflexe primitif irrépressible des personnes et de certains animaux, comme les chimpanzés et les chiens. Des recherches ont montré que la contagion des bâillements est également un signe d'empathie et d'attachement. Plus tu essaies de t'empêcher de bâiller, plus tu auras envie de bâiller. Tu te sens bien après avoir éternué parce que cela libère une grande partie des tensions de ton corps. Lorsque tu éternues, ton corps libère de l'endorphine, une substance chimique qui te procure une sensation de bien-être. Beaucoup de choses comme s'épiler les sourcils, faire de l'exercice ou s'exposer au soleil peuvent te faire éternuer. Mais tu ne peux pas le faire en dormant, car tes nerfs d'éternuement dorment eux aussi. Éternuer est important pour ton corps, car cela permet de dégager le nez des bactéries et des substances irritantes et de maintenir l'équilibre du niveau de mucus. Parfois, un seul éternuement ne suffit pas à faire tout cela. Ou alors il serait trop puissant pour que tu puisses le supporter. C'est pourquoi tu éternues parfois plusieurs fois, l'une après l'autre, pour t'assurer que tout a bien fonctionné. Ta chair de poule est un héritage de tes ancêtres animaux. Leurs poils se dressent lorsqu'ils ont froid ou peur. Au fur et à mesure que les poils se dressent, ils deviennent plus épais et les tiennent au chaud ou les font paraître plus grands. Toi, tu as beaucoup moins de poils que les animaux, donc cette fonction ne te sert pas vraiment. Pourtant, tu as la chair de poule dans les mêmes situations qu'eux et lorsque tu as certaines émotions. Les minuscules muscles situés sous la peau se contractent, ce qui fait que les poils se dressent et que les zones autour d'eux les font ressortir. Tu te sens super fatigué après une longue exposition au soleil, car celui-ci te fait perdre de l'eau plus rapidement et ta température corporelle augmente. Ton corps et ton cœur doivent travailler davantage pour maintenir une température normale et acheminer tous les fluides vitaux vers tes organes. Rester au soleil fait également baisser le taux d'hormones du sommeil. Lorsque tu vas dans un endroit plus sombre, tout cela remonte. Si tu veux rester actif plus longtemps après une journée à la plage, garde les lumières allumées à l'intérieur. Les câlins, les accolades et les poignées de main te rendent plus heureux, car ils libèrent les hormones du bien-être. Ils améliorent ton humeur, réduisent le stress et renforcent ton système immunitaire. Le simple fait de voir des images d'autres personnes qui se font des câlins peut même te procurer cet effet. Ta peau se ride après 5 minutes dans l'eau grâce à l'évolution. Il y a très longtemps, tes ancêtres avaient besoin d'un moyen de s'agripper aussi bien dans des conditions sèches qu'humides. Leur peau s'est donc adaptée pour ressembler au système de drainage d'une petite rivière. Les petits ruisseaux sur ta peau se joignent à de plus grands canaux qui se jettent dans une rivière centrale, évacuant ainsi l'eau de tes doigts et de tes orteils après un long contact avec l'eau. C'est ton instinct qui te fait étirer tes bras au-dessus de ta tête dès le matin pour réveiller tes muscles. Ils perdent du tonus pendant la nuit et du liquide se déplace le long de ton dos. Alors lorsque tu t'étires, le liquide retourne gentiment à sa place.
Cela aide également ton cœur à retrouver son mode de fonctionnement normal, après une nuit de pompage à vitesse réduite. Les chats et les chiens le font aussi pour les mêmes raisons. Tu t'endors plus vite dans une pièce froide car elle signale à ton corps qu'il est temps de dormir. Il doit perdre un peu de chaleur lorsque tu te couches pour économiser l'énergie nécessaire au maintien de ta température pendant la nuit. L'air plus frais t'aide également à dormir toute la nuit sans te réveiller et stimule ton métabolisme. Il t'arrive parfois d'avoir la tête qui tourne lorsque tu te lèves après avoir été couché ou assis, en raison d'une chute soudaine de la pression sanguine. Cette chute perturbe les fonctions cérébrales pendant un bref instant. Elle peut provoquer des étoiles, des lumières clignotantes, des bandes de lumière, des étincelles ou des cercles multicolores. Tu peux aussi les voir après t'être frotté les yeux ou avoir éternué. Lorsque tu parles, tu entends à la fois le son qui vient de l'extérieur et celui qui est produit par tes propres cordes vocales. L'acoustique de ton crâne abaisse la voix et ajoute quelques notes graves. Lorsque tu entends ta voix dans un enregistrement, elle te semble plus aiguë et différente, car tu perds ces précieuses basses fréquences. C'est pourquoi la plupart des gens n'aiment pas le son de leur propre voix, elle ne ressemble en rien à ce que l'on s'imagine. Tu aimes rarement tes propres photos à cause du simple effet d'exposition. On dit que plus tu vois quelque chose, plus il te plaît. Quand tu te regardes dans le miroir, l'image est inversée. Tu n'es pas habitué à ton image réelle et c'est pourquoi tu ne l'aimes pas. Tu peux devenir de mauvais poils à cause de la faim, parce que ton taux de glucose chute. Ce glucose provient des glucides, des protéines et des graisses contenues dans ton alimentation. Après un certain temps, ton cerveau envoie un signal de SOS. Il ne peut pas fonctionner correctement sans glucose. Une raison supplémentaire à ta colère est que les mêmes gènes provoquent à la fois la faim et la colère. Ils doivent être en équilibre pour que tu te sentes rassasié et heureux. Ton nerf ulnaire est un nerf qui va de ton cou jusqu'à ta main. Il est bien protégé tout le long du trajet, sauf au niveau du coude. Il est uniquement recouvert de peau et de graisse à cet endroit. C'est pourquoi quand tu te tapes le coude, cela fait si mal. Le nerf est touché et la douleur se propage dans l'avant-bras et la main jusque dans les doigts. Ouille! La joie que l'on ressent à l'idée de faire éclater le papier bulle trouve aussi ses racines dans l'évolution humaine. Il y a très longtemps, les gens passaient le plus clair de leur temps à fuir les prédateurs. Aujourd'hui, ils passent surtout leur temps tranquillement assis. Une grande tension musculaire s'accumule parce que l'on ne bouge pratiquement pas. Faire éclater du papier bulle est l'une des façons de relâcher cette tension. Cela réduit le niveau de stress et libère des substances chimiques qui provoquent un sentiment de bien-être. Comme d'autres types de mouvements, cela augmente également la capacité d'attention et aide à mieux se souvenir de ce que l'on a appris. Ton oreille est particulièrement sensible aux sons aigus. Elle est construite de telle manière qu'il te semble encore plus fort. C'est pourquoi personne n'aime le bruit de la craie sur un tableau. Le malaise est encore plus grand quand tu sais que c'est le son de la craie. Si on te disait que c'est de la musique contemporaine, cela te paraîtrait plus supportable. C'est aussi une question d'habitude. Tes jambes et tes pieds s'engourdissent ou s'endorment après les avoir croisés. T'être agenouillé, t'être assis sur les talons ou avoir mis un pantalon, des chaussettes ou des chaussures trop serrées. C'est normal et cela se produit parce que tu exerces une pression trop forte sur les nerfs et que tu limites la circulation sanguine. Se lever et bouger les jambes est le remède le plus simple. Tu as souvent une voix rauque le matin quand tu n'as pas assez dormi. C'est parce que tes cordes vocales ne sont pas suffisamment reposées et sont légèrement gonflées. Cela se produit également lorsque tu dors dans une pièce où l'air est sec. Lorsque tu manges juste avant de te coucher, ton corps digère les aliments dans ton sommeil. L'acide gastrique peut arriver là où il ne devrait pas et perturber aussi les cordes vocales. Il y a de la glace partout, aussi loin que porte le regard. Un désert blanc recouvre l'entrée de ta grotte, celle où tu vis avec le reste de ta tribu. Tout le monde est réuni autour d'un foyer pour essayer de se réchauffer, se racontant des histoires sur la tempête de neige de l'autre jour. Certains courent partout en jouant, en lançant des bâtons, tout ce que les gens faisaient pour s'amuser il y a 300 000 ans. Tu es l'un des premiers Homo sapiens à avoir marché sur la Terre. D'autres dorment ou se reposent simplement les yeux. Tout autour de la grotte, tu n'entends que des estomacs qui grondent. On dirait un animal sauvage qui rôde. Tu regardes par la bouche de la grotte et tu vois que la tempête s'est calmée. Il est temps de prendre des outils et de sortir en groupe. Dans la nature sauvage, tu trouves quelques baies couvertes de neige et des plantes qui pourraient être comestibles. Mais ce n'est pas suffisant pour nourrir toute la tribu.
C'est l'âge de glace et il n'y a pas beaucoup de végétation qui pousse. Un de tes amis repère de grandes empreintes de pas dans la neige. La chasse est ouverte. Tu n'es pas capable d'identifier l'animal, mais il devrait suffire à nourrir tout le monde pendant quelques jours. Alors que tu t'enfonces dans la forêt enneigée, tu entends un grognement derrière toi. Tu espères que c'est ton estomac, mais tu jettes un coup d'œil derrière toi et tu t'évanouis soudainement. Une période glaciaire est une période pendant laquelle de grandes couches de glace recouvrent tout, modifiant la Terre de façon permanente. Elle est en partie responsable de l'élévation et de l'abaissement du niveau des mers, ainsi que de la disposition actuelle des continents. Imagine des couches de glace épaisses et monstrueuses étalées sur ce qui est aujourd'hui le Canada, la Scandinavie, la Russie et même l'Amérique du Sud. Tout cela a entraîné un changement radical du niveau des mers et une chute spectaculaire des températures dans le monde entier. Et on ne parle pas d'une seule période glaciaire, il y en a eu plusieurs. Les scientifiques affirment qu'il y a eu 5 grandes périodes glaciaires au cours de l'histoire, qui ont duré des millions d'années. Et nous sommes en plein milieu de l'une d'elles en ce moment. Détends-toi, ne panique pas. Cela ne signifie pas que nous allons tous dormir à côté de feux de camp pour essayer de nous réchauffer après avoir passé la journée à chercher des mammouths laineux. Et non, il n'y aura pas de tempête de glace géologique massive qui gèlera tout sur son passage. Les âges glaciaires comportent des périodes plus chaudes qui vont et viennent et durent des dizaines de milliers d'années. En fait, il y a des milliards d'années, la Terre était une boule de neige géante sans vie. Et le Soleil de l'époque n'était lui aussi qu'une jolie petite boule de gaz incandescent, sans assez de chaleur pour faire fondre toute cette glace. Mais à mesure que le Soleil est devenu plus gros et plus chaud, la glace de la Terre a lentement fondu, créant la sphère verte et bleue que nous connaissons aujourd'hui. Nous vivons dans la période glaciaire quaternaire, qui dure depuis 2,6 millions d'années, et elle n'est pas finie. Certains animaux ont prospéré pendant cette dernière période glaciaire, comme les baleines et les requins. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire depuis des lustres. En dessous d'eux se trouvent les phoques, certaines espèces de poissons, les loutres et jusqu'au minuscule plancton. Et plus haut, sur la surface froide, les mammifères ont dû se faire pousser une fourrure épaisse et hirsute pour rester au chaud. Les anciens mammouths, rhinocéros et bisons étaient connus pour avoir d'épaisses couvertures sur eux. Ils étaient superbes. Ils étaient herbivores et mangeaient de petits arbustes et l'herbe qu'ils pouvaient trouver. Mais il y a plusieurs milliers d'années, les températures ont commencé à augmenter et la plupart de ces animaux se sont éteints. Ceux qui sont restés ont évolué pour devenir les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros actuels. Tu te réveilles de ta torpeur et tu te retrouves face à une créature qui ressemble un peu à un lynx des temps modernes. Sauf qu'elle est beaucoup plus grosse et plus poilue. C'est un smilodon, une version épique du tigre à dents de sabre, avec un regard méchant. Il fait à peu près la même taille qu'un lion mâle et possède 2 crocs avant qui font réfléchir à 2 fois avant de quitter la sécurité de la grotte. Ils ont l'air effrayants, mais les scientifiques pensent que leur morsure n'était pas aussi puissante que celle des tigres ou des lions actuels. Ce qui les rendait coriaces, c'était leurs pattes avant géantes qu'ils utilisaient pour terrasser quiconque les cherchait. En meute, ils étaient même capables d'abattre des mammouths. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas envie de te réveiller à côté de ce chaton. Il te regarde fixement, prêt à bondir. Mais toi et tes amis, restez calmes et reculez lentement. Tu as l'idée géniale de lancer une pierre pour le distraire, puis de courir. De nos jours, il est presque impossible pour un humain d'échapper à un lion ou à un tigre, mais les humains de l'époque étaient beaucoup plus en forme. Une fois le danger passé, tout le monde continue à chercher de la nourriture. La nuit tombe et tu n'as rien trouvé à rapporter à la grotte. Soudain, tu sens une odeur de brûlé. Au loin, tu vois une fine colonne de fumée qui s'élève dans le ciel. Un autre campement, tes amis et toi vous regardez les uns les autres et vous approchez de la fumée avec précaution. L'Homo sapiens est apparu il y a environ 2 à 300 000 ans. Mais l'histoire humaine n'a pas surgi de nulle part. Il y a 7 millions d'années, certains hominidés existaient déjà. Ils ont laissé leurs ancêtres chimpanzés dans la jungle et ont commencé à vaquer à leurs occupations. Et cela ne s'est pas produit qu'une seule fois. Au cours des millions d'années qui ont suivi, il y a eu plus de 20 espèces humaines différentes. Certaines sont nos ancêtres, d'autres étaient les rameaux d'une branche complètement différente. Certains étaient tout petits, d'autres mieux adaptés aux temps chauds ou froids.
Avant même de t'en rendre compte, tu vois un groupe d'hommes de Néandertal qui préparent de la viande et aiguisent leurs outils. Les Néandertaliens ont été les premiers à migrer vers l'Europe. Les scientifiques pensent qu'ils étaient là il y a 40 000 à 400 000 ans. Ils occupaient toutes les zones entre l'Europe et l'Asie, alors que l'Homo sapiens, c'est-à-dire notre ancêtre, était encore tout en bas en Afrique. Tu entres dans leur camp et tu vois immédiatement leurs différences. Ils sont trapus et ont une apparence un peu différente, mais il y a des similitudes, comme les dents plates pour mâcher et ronger, et des crânes volumineux pour abriter leur gros cerveau. Ils portent même des vêtements comme toi. Selon les archéologues, ils vivaient dans des abris et fabriquaient des outils avec des pierres, des bâtons et des os. Ils t'accueillent à l'intérieur et te donnent droit à une visite guidée exclusive. Tu rencontres officiellement une autre espèce humaine. Ils t'emmènent au fond de leur grotte et te montrent certaines de leurs peintures rupestres. Ils étaient les premiers artistes de leur époque. Beaucoup de leurs galeries existent encore aujourd'hui, comme celles que l'on trouve en Espagne. Tu connais leur style, des peintures minimalistes de serre, une grande empreinte de main. Ils se sont aussi essayés à la fabrication des bijoux. Ils fabriquaient des colliers avec des serres d'aigle et des crocs d'oiseaux. Ils ont aussi probablement été les premiers à exploiter le pouvoir du feu. L'ont-ils découvert lorsqu'un éclair a frappé un arbre, ou lorsque l'un d'eux a tapé un caillou sur un autre caillou, créant une étincelle? Personne ne le sait vraiment. Mais ils ont été capables de le reproduire et de l'utiliser pour se chauffer, cuire des aliments, voir dans l'obscurité et se protéger. Après cette super visite, tu restes autour du feu de camp pour te réchauffer. Ils t'offrent même quelques vêtements supplémentaires pour le voyage de retour, principalement d'épaisses fourrures de mammouth. Si seulement vous pouviez vous parler, ce serait génial. Mais la nuit tombe et tu dois retourner dans ta tribu. Tu fais tes adieux et tu les remercies de t'avoir appris à dessiner un cerf et pour la nourriture qu'ils t'ont donnée. La période glaciaire a été importante pour le développement de l'Homo sapiens moderne. En raison du froid extrême et d'autres conditions difficiles, ils ont dû s'adapter pour survivre et se montrer aussi intelligents qu'innovants. Ils ont développé des outils avancés et utilisaient même des aiguilles en os pour se coudre des vêtements chauds. Ils ont peut-être organisé le tout premier défilé de mode. Lorsque le climat a commencé à se réchauffer, ils ont développé des techniques agricoles pour assurer leur subsistance et se sont principalement installés près de grandes étendues d'eau comme les rivières ou les lacs, tandis que d'autres ont choisi d'être près des mers et des océans. Ils ont même été les premiers à domestiquer les animaux. Avance rapide de quelques centaines de milliers d'années, et nous voici. Le sagre elfe. Voilà un nom qui semble directement tiré de l'Heroic Fantasy, mais il s'agit en fait du plus petit requin au monde. Il ne mesure pas plus qu'une paume de main, mais il peut briller dans le noir. La pieuvre à anneaux bleus. Il s'agit sans doute de la plus belle pieuvre du monde. Mais attention, les couleurs vives chez les animaux indiquent généralement qu'ils sont venimeux. Bien que cette petite créature soit de la taille d'une télécommande, l'antidote à son venin n'a d'ailleurs pas encore été trouvé. Neoclinus blanchardi. Bien que ce poisson ne fasse que 30 cm de long, il peut avaler des proies bien plus grosses. Sa mâchoire peut s'ouvrir comme celle d'un dinosaure. Neoclinus blanchardi est connu pour avoir tenté d'avaler une pieuvre entière. C'est ce qu'on appelle avoir un gros appétit. La rascasse volante. Cette beauté a aussi un appétit vorace. Elle peut manger des poissons faisant près des 2/3 de la taille de son propre corps. Et elle cache des aiguilles sur ses nageoires, qui contiennent un puissant venin. Le poisson chirurgien rayé. Il a des pointes tranchantes comme des scalpels sur ses nageoires. Pas pour faire de la chirurgie, mais pour chasser. Et contrairement à ceux d'un médecin, ces scalpels sont enduits de venin. Le dragon abyssal. C'est le seul poisson qui puisse produire de la lumière infrarouge grâce à la chlorophylle présente dans ses yeux. Il vit à une profondeur de 2000 mètres. Or, tu ne peux atteindre cette profondeur que dans un sous-marin spécial. Le poisson-pierre. Ce génie du camouflage se couche généralement sur le fond et se fait passer pour un rocher. Les gens peuvent marcher dessus et les aiguilles acérées présentes sur son dos peuvent facilement transpercer la semelle rigide d'une botte. Le poisson-vipère. Ce poisson de la taille de ton avant-bras a les plus grandes dents du monde par rapport à sa tête. Mais il est peu probable que tu le rencontres car il vit à une profondeur de 4000 mètres. La lamproie. Ce sont des parasites qui se collent à d'autres créatures et vivent à leurs dépens. Mais ces créatures sont 10 fois plus grosses que la sangsue de rivière standard. Le méga piranha.
le poisson le plus agressif du monde, de la taille d'un Doberman. Un banc de ces créatures peut faire disparaître une vache entière en quelques minutes seulement. Heureusement pour nous et nos amis les vaches, ils ont cessé d'exister il y a 8 millions d'années. Ouf! Colossoma macroponum. Il s'agit d'un gros poisson plutôt ordinaire, jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche. Il a des dents semblables à celles des humains, et il paraît que les plus riches de ces poissons avaient même un râtelier en or. Comment ça, j'exagère? Le tétravampire. C'est le poisson d'eau douce le plus dangereux qui soit. Il peut avaler des proies qui font la moitié de sa taille. Même les piranhas craignent ce monstre. La baudroie. Elle a une canne à pêche sur la tête avec un appât qui attire les petits poissons directement dans la bouche de ce redoutable chasseur. L'anguille bécasse. Elle est longue et souple grâce aux 750 vertèbres de son dos. En comparaison, nous n'en avons que 33 ou 34. Le barracuda. Sa mâchoire est semblable à celle d'un grand requin blanc, mais sa marque de fabrique est la vitesse. Il battrait n'importe quel nageur olympique avec une vitesse de 46 km/h. Le poisson-lune. C'est un poisson de la taille d'une personne adulte, et c'est le poisson osseux le plus lourd du monde. Bien que pacifiques, Dieu merci, ils endommagent parfois le fond des petits bateaux de pêche. Le requin lézard. Sa taille lui permettrait d'exceller au basket. Il chasse en adoptant la stratégie d'un serpent. Le requin plie son corps, puis s'élance vers l'avant. Et il a 300 dents. L'anguille électrique. Sa caractéristique principale, ce sont ses organes électriques qui peuvent émettre 4 fois plus de courant qu'une prise normale. Le choc de l'anguille électrique peut facilement étourdir un grand cheval. La méduse boîte. Elle ne se contente pas de dériver dans les vagues près du rivage, comme les méduses ordinaires. Non, ces créatures sont très rapides et peuvent même rattraper une personne dans l'eau. Et leur piqûre est très dangereuse. Elles ne cherchent pas spécialement les ennuis, mais elles sont toujours prêtes à se défendre. Le requin lutin. Son museau se termine par une longue excroissance en forme de lame, et sa mâchoire peut s'étendre jusqu'à l'extrémité du museau. C'est l'un des requins les plus terrifiants au monde, malgré sa jolie couleur rose. Le crocodile de mer. C'est le crocodile le plus irritable de la planète, et l'un des plus grands avec ses 6 mètres de longueur. Ils n'ont pas peur des humains et ne nous considèrent que comme un éventuel apéritif. Le grand requin blanc. L'habitant le plus notoire des océans. Un jour, un grand requin blanc a percé le fond d'un yacht de touristes. Le bateau a coulé, mais heureusement, personne n'a été blessé, ni mangé. Le requin du Groenland. Ce sont les créatures à la plus longue espérance de vie du monde marin. Ils ont un métabolisme très lent et peuvent vivre jusqu'à 300 ans. À titre de comparaison, le plus vieil être humain est mort à 122 ans. Le régalec. Ce poisson est aussi long qu'un anaconda géant et il détient le titre de plus grand poisson osseux du monde. La raie manta géante. Cette créature peut avoir l'air de sourire, mais elle se précipitera sur toi sans hésiter. Elle peut atteindre jusqu'à 5 mètres de diamètre et possède un dard affûté contenant une puissante neurotoxine. L'orque. Elles peuvent nager à la vitesse d'une voiture et sont aussi grandes qu'un monospace familial. Et ce sont les seules chasseresses des mers qui puissent sauter et attraper leur proie sur la terre ferme. Dincleostéus. Cette créature avait la taille d'une limousine. Bien qu'il n'ait pas eu de dents, il avait des plaques osseuses qui lui conféraient l'une des morsures les plus puissantes de toutes les créatures marines. Camérocéras. C'est une ancienne palourde d'une taille incroyable, mais 90% de son corps entier était une coquille conique. Elle était lourde, ce qui l'empêchait de se déplacer rapidement. Alors la plupart du temps, Camérocéras restait immobile au fond de l'océan en attendant que de petits poissons daignent y passer. Chronosaurus. Il était semblable à un crocodile, mais plusieurs fois plus grand. Les restes de l'un d'entre eux contenaient des os de dinosaures, ce qui signifie que le Chronosaurus chassait non seulement dans la mer, mais aussi bien sur terre. Hélicoprion. C'est l'une des rares espèces à avoir survécu à l'extinction du Trias. Il y est parvenu grâce à sa grande intelligence et à un puissant outil de combat, une mâchoire en forme de scie circulaire au niveau de son nez. Elasmosaurus. Son apparence le fait ressembler à une girafe, mais il est 2 fois plus grand, et c'était un grand voyageur. Il avalait de petites pierres pour broyer sa nourriture. 300 roches du monde entier ont été trouvées dans les restes de l'un d'entre eux. Le calmar colossal.
Il pèse autant que 2 ours polaires et est 5 fois plus grand qu'un homme. Ils sont extrêmement rares, mais existent encore dans les eaux froides et profondes de notre planète. La baleine à bosse. Comme les baleines ordinaires, elles se nourrissent de plancton et de petits poissons, utilisant leur bouche comme un énorme filet. Elles utilisent leur queue géante pour assommer les grands bancs de poissons. Mosasaurus. Aussi grand qu'une rame de métro, c'était le véritable roi des mers il y a 66 millions d'années. Sa mâchoire et son crâne ressemblaient à ceux des serpents et il pouvait avaler ses proies en entier. Aujourd'hui, on peut encore trouver ses lointains cousins, les varans. Le Léviathan de Melville. Cette créature avait les plus grandes dents jamais connues. Elles étaient aussi grandes que la moitié de ta main et il ressemblait à un croisement entre une orque et un cachalot. Lidzictis. Ils étaient plus grands qu'un bus scolaire, mais ce n'étaient pas des chasseurs. Leur grande taille les empêchait d'être rapides, alors ils se nourrissaient surtout de plancton. Le mégalodon. La plus célèbre des anciennes créatures marines. Il était plus lourd qu'un tank ou même qu'une petite maison. Certaines personnes pensent qu'il vit encore dans les eaux profondes de l'océan. Basilosaurus. Ancêtres géants des baleines modernes, ils avaient de grands membres inférieurs. C'est peut-être parce qu'ils étaient auparavant des créatures terrestres, mais au cours de l'évolution, ils se sont progressivement déplacés vers le milieu aquatique. Le cachalot. Il est presque aussi grand qu'un terrain de basket et son cerveau pèse 7 kg, soit 7 fois le poids d'un cerveau humain. Le rorqual boréal. L'un des meilleurs nageurs de toutes les baleines. Le rorqual boréal peut atteindre une vitesse de 50 km/h et plonger plus profondément que la hauteur de l'Empire State Building. Chastasaurus. Bien qu'il ne reste que des os de ce monstre, les estimations des scientifiques supposent qu'il était aussi grand qu'un court de tennis ou qu'un semi-remorque. La baleine bleue, le plus grand mammifère à avoir jamais vécu sur notre planète. Son cœur à lui seul pèse autant qu'une grosse moto et ses veines sont aussi larges qu'une grande casserole. Et elles peuvent chanter aussi. La méduse à crinière de lion. La plus grande méduse au monde, elle possède un chapeau de 2 mètres de large et des tentacules aussi longs qu'un immeuble de 10 étages. Bien qu'elle ne soit pas du tout dangereuse, on peut quand même se retrouver empêtré dans ces incroyables tentacules comme dans un filet. La galère portugaise. Bien que sa tête soit très petite, comme une méduse ordinaire, ses tentacules sont aussi longs que la moitié d'un terrain de foot. Et ces créatures sont venimeuses. Elles paralysent les poissons et tout ce qui est pris dedans, même les humains. Tu rejoins des amis un soir. Bonne bouffe, musique sympa. En arrivant, tu dis bonjour et l'un d'eux te répond « Je déteste tes fringues ». Il a l'air aussi surpris que toi. Tu lui rétorques alors « Ta coupe de cheveux est affreuse. » Tu plaques tes mains contre ta bouche, mais trop tard. Pourquoi viens-tu de dire ça? Une autre amie, Jennifer, dit alors qu'elle ne voulait pas venir car elle avait peur de s'ennuyer. Tu lui réponds alors que tu es venu juste pour passer du temps avec elle, car elle te plaît. Silence gênant. Cette soirée qui s'annonçait délicieuse est en train de virer au cauchemar. C'est en tout cas ce que tu dis au serveur qui vient te proposer de l'eau. C'est comme si tout ce qui te passait par la tête sortait instantanément de ta bouche. Tes amis ont l'air d'être tous dans le même cas. Vous décidez alors de ne plus parler pour éviter que quelqu'un d'autre dise quelque chose d'embarrassant. Tu marches ensuite dans la rue en pensant à ce qui s'est passé et tu remarques que les gens autour de toi semblent un peu bizarres. Un grand gaillard avec une grosse barbe et une veste de biker parle fort au téléphone. Il dit quelque chose à propos de sa couleur préférée, le rose, qu'il voudrait devenir jardinier et qu'il déteste conduire sa moto. Une seconde plus tard, il rougit, marmonne quelque chose, met fin à son appel et s'enfuit. Une femme devant toi aile un taxi qui passe par là. « Vous êtes disponible ?» demande-t-elle. « Bien sûr, même si je suis sur le point de m'endormir. Je n'en peux plus de conduire ce taxi. » Il se couvre lui aussi la bouche, mais trop tard. « Quelle merveilleuse journée !» s'écrie un homme sur le trottoir d'en face. Il porte des écouteurs, sourit et n'a visiblement aucune idée qu'il vient de dire ça à voix haute. Tu demandes alors l'heure à une autre femme. « J'ai franchement la flemme de sortir mon téléphone », répond-elle en s'excusant immédiatement. Mais pourquoi tout le monde est-il soudain si honnête? D'un coup, le concept de mensonge, ou simplement de ne pas dire toutes les petites choses qui nous passent par la tête, a l'air d'avoir disparu.
Tu tombes sur ton voisin dans l'ascenseur et tu lui dis que la musique qu'il joue tous les soirs est trop bruyante, en plus d'être nullissime. Il te répond que tes chaussures lui font pitié. Tu rentres chez toi, tu mets ton téléphone en charge et tu allumes la télé pour voir les infos. Le présentateur parle de la météo et de sa vie personnelle. Apparemment, ce matin, il a mangé un sandwich qui était dans son frigo depuis 1 mois. Des orages arrivent dans le sud et l'un d'eux se déchaîne déjà dans mes intestins. Le programme est interrompu pour problème technique. Le téléphone sonne, c'est ta banquière. Elle te propose un prêt pourri. Ce sont ses mots exacts. Puis elle te dit qu'elle espère que tu ne parviendras pas à effectuer tous tes paiements, afin que la banque puisse percevoir des intérêts. Tu seras probablement ruiné et elle aura une prime à la fin de l'année. Il y a ensuite quelques secondes de silence, un soupir, des cris, puis elle raccroche. C'était bien étrange. À ce moment, tu imagines un plan génial. Tu dois aller voir le plus d'amis possible et leur demander ce qu'ils pensent vraiment de toi. Tu n'as pas peur de dire la vérité, mais l'entendre de la bouche de tes amis, ce pourrait être intéressant. Mais trouver quelqu'un à qui parler n'est pas si facile. Les rues paraissent bien plus vides qu'avant. Les gens sont tous enfermés chez eux. Et s'ils se disaient des horreurs au visage ? Certaines personnes sont simplement timides, d'autres ont trop peur de perdre tous leurs amis. Dans ce nouveau monde, personne ne peut plus cacher ses vrais sentiments. Toute l'industrie du divertissement s'effondre. Les sociétés de jeux vidéo ne peuvent plus mentir sur le type de produit qu'elles développent. S'il y a des problèmes ou des bugs, le PDG le dit à tout le monde. Il n'est plus possible de cacher quoi que ce soit. Les actions sont en chute libre. Tu regardes la bande-annonce d'un nouveau jeu avec des graphismes incroyables, de la bonne musique, un super scénario. Et soudain, tu vois des programmeurs qui expliquent qu'en réalité, ce jeu sera nettement moins beau que ses cinématiques. Pourquoi l'acheter ? Le même genre de choses se produit dans l'industrie du cinéma. Les producteurs et les acteurs ne peuvent plus faire la promotion de leurs films s'ils ne les aiment pas vraiment. Presque tout le monde arrête de faire des interviews en direct ou des conférences de presse. Qui voudrait aller voir le dernier blockbuster si tous les acteurs disaient eux-mêmes qu'il est pourri ? Beaucoup de célébrités commencent à dire ce qu'elles pensent vraiment et ça ne fait de bien à personne. Mais les gens ne font pas que dire ce qu'ils pensent désormais, ils l'écrivent aussi. Tu commences à faire le tri de tes amis sur les réseaux sociaux, à les bloquer, à leur dire que tu ne traînais avec eux que pour avoir l'air plus populaire. Les gens se mettent à rendre leur profil privé. Les boutiques en ligne se mettent à rédiger des descriptions beaucoup plus honnêtes, pareil pour les avis. C'est génial, on peut maintenant s'y fier. Le bouton « J'aime » prend un tout nouveau sens. Tu ne peux plus juste cliquer dessus pour faire plaisir à tes amis. Il faut vraiment aimer leurs photos. Et si ce n'est pas le cas, tu leur dis dans les commentaires. Beaucoup de gens se mettent donc à supprimer leur profil. L'économie mondiale est ébranlée. Les actionnaires et les PDG ont peur des interviews. Les actions s'envolent. La solution ? Garder le silence et essayer de ne pas trop réfléchir. Les banques et les compagnies d'assurance du monde entier se mettent à fermer. Les escrocs sont totalement impuissants. Ils ne peuvent plus mentir. Et c'est assez drôle. Si tu postules pour un nouvel emploi, pas de chance. Tu ne peux plus mentir sur ton CV. Le bon côté des choses, c'est que les employeurs te disent d'emblée qu'il faudra faire des heures sup et que la machine à café de la salle de repos ne fait que du jus de chaussette. Les amis se disputent entre eux, les couples se séparent, les relations deviennent beaucoup plus tendues. Si tu es invité à une soirée qui ne t'intéresse pas, tu ne peux plus trouver d'excuses et tu dis simplement que tu ne veux pas y aller. C'est un bouleversement pour le système. Tu es honnête avec tout le monde, même avec toi-même. Puis, après quelques semaines, quelque chose change. Au début, tu étais gêné quand les gens te disaient ce qu'ils pensaient en face à face. Mais maintenant, tu réalises à quel point c'est bête, car si quelqu'un ne t'aime pas, il suffit de l'ignorer. Bien sûr, tu risques de perdre des amis, mais en même temps, tu en gagneras probablement de nouveaux. De vrais amis qui te soutiennent et qui seront toujours honnêtes avec toi. Chaque fois que tu dis la vérité, tu as l'impression qu'un poids est retiré de tes épaules. Ça aide les gens à être meilleurs. Bien sûr, cela peut encore être gênant, mais les gens semblent maintenant plus enclins à résoudre leurs problèmes plutôt que de prétendre qu'ils n'existent pas. On commence à traiter la vérité différemment. Avant, quand tu disais à quelqu'un qu'il avait quelque chose entre les dents, c'était gênant pour tout le monde. Maintenant, tout le monde est reconnaissant pour ses commentaires constructifs. Les couples sont beaucoup plus heureux. Parler avec honnêteté rend les relations beaucoup plus saines. Et une autre chose vraiment intéressante se produit. Si tu aimes la coiffure ou les vêtements de quelqu'un, tu peux vraiment le dire.
Comme tout le monde parle honnêtement, il n'y a plus d'hypocrisie. Et cette histoire de vérité, ça rend aussi les gens plus sains. Puisque tout le monde est plus détendu et confiant, les problèmes de santé liés au stress commencent à disparaître. Il y a aussi moins de paresse. Comme il est impossible de regarder son patron dans les yeux et de lui mentir en disant qu'on travaille toute la journée, on travaille sérieusement ou on démissionne. Tout devient beaucoup plus simple. La musique aussi est plus belle. De plus en plus d'artistes cessent d'avoir peur d'être trop honnêtes dans leurs chansons. Et cela les rapproche de leur public. Les réalisateurs, vlogueurs et producteurs, tout le monde commence à faire du contenu sur ce qui les intéresse vraiment. Les films deviennent plus audacieux et plus surprenants. Et tu peux savoir si un film à grand spectacle en vaut la peine bien avant de passer 3 heures à le regarder. Quel monde! Tu te réveilles chez toi et tu prends un parapluie. C'est samedi et c'est la journée du ménage. Tu appuies sur le bouton magique et la vaisselle, les meubles, les murs, le sol et même tes vêtements dans le placard deviennent étincelants de propreté. Comme tu as le reste de la journée pour toi, tu t'allonges sur le canapé impeccable avec ton livre préféré. Ce décor de science-fiction a été la réalité quotidienne de Frances Gabe pendant des décennies. Elle ne faisait pas du tout le ménage chez elle. Elle n'engageait personne pour le faire. Pourtant, sa maison restait parfaitement propre. Frances est née en 1915 dans l'Idaho. Son père, Frédéric, était architecte et entrepreneur en bâtiment. La famille a dû déménager souvent pour son travail et Frances a fréquenté 18 écoles primaires. Elle affirmait que, dès sa naissance, elle était une personne tout à fait inhabituelle et que tout allait beaucoup trop lentement pour elle à l'école. La jeune fille préférait la compagnie de son père et des collègues de travail de ce dernier. Elle les observait et apprenait leur métier. Frances est sortie diplômée du lycée polytechnique pour filles de Portland à 16 ans. L'année suivante, elle se mariait. Dès la fin des années 1970, elle était divorcée et mère célibataire de 2 enfants. Elle a toujours considéré les tâches ménagères comme un travail ingrat et interminable. Un jour, elle a remarqué que de la confiture de figues glissait le long de son mur. Frances s'est tellement énervée qu'elle a décidé de mettre un terme à tout cela pour de bon. Elle a sorti le tuyau d'arrosage, s'est débarrassée de la confiture et a commencé à concevoir sa propre maison auto-nettoyante. Elle a passé plus de 10 ans et investi des milliers de dollars de ses propres économies pour transformer sa maison de l'Oregon en un immense lave-vaisselle du sol au plafond. En 1984, tout était terminé. Frances a reçu un brevet américain officiel pour sa construction auto-nettoyante. Le système se composait de 68 dispositifs distincts qui rendaient le nettoyage entièrement automatique. Chaque pièce avait des arroseurs au plafond. Frances mettait son imperméable, sortait son parapluie et appuyait sur un bouton pour activer les arroseurs. Il pulvérisait de l'eau et du savon dans un mouvement circulaire. Puis tout était rincé. De l'air chaud passait ensuite par les bouches d'aération pour tout sécher. En moins d'1 heure, les murs, les sols, les salles de bain, les toilettes et la baignoire étaient propres et secs. Les planchers étaient recouverts de plusieurs couches de vernis marin et légèrement inclinés vers les murs. Il y avait des gouttières au bord de chaque pièce. L'eau des arroseurs n'était pas gaspillée. Elle s'écoulait de la maison vers la niche du chien pour le laver lui aussi. Les meubles qui n'étaient pas censés être rincés étaient recouverts de vitrines transparentes en résine acrylique. Les livres avaient des couvertures imperméables, les papiers étaient conservés dans une boîte en plastique et les tableaux sur les murs, y compris le brevet, avaient des boîtiers en verre pour les garder en sécurité. Des auvents couvraient les lits pour garder le linge sec. Frances a également inventé son propre tissu imperméable pour la tapisserie. Le placard permettait de laver la vaisselle sans aucune aide. Les vêtements pouvaient être placés dans une armoire sur des cintres, lavés et séchés, puis, toujours sur des cintres, ils étaient tirés dans l'armoire avec des chaînes. Les prises électriques étaient toutes couvertes, bien sûr. Il n'y avait pas de tapis ou de rideau. Aucun collecteur de poussière n'était autorisé. Parfois, les tuyaux éclataient et l'eau était projetée dans toutes les directions. Mais dans l'ensemble, tout a fonctionné sans problème pendant environ 20 ans. Frances rêvait de maisons auto-nettoyantes, voire d'immeubles de bureaux, d'hôpitaux et de villages auto-nettoyants dans le monde entier. Son idée était d'aider les mères célibataires et les femmes qui en avaient assez de nettoyer, ainsi que les personnes qui ne pouvaient pas le faire pour des raisons de santé. Elle parcourait les États-Unis pour donner des conférences sur son invention et présenter un modèle de sa conception. En 2002, elle n'avait plus les moyens de faire fonctionner la résidence et de renouveler ses brevets, qui ont donc expiré. Frances faisait visiter la maison, ce qui lui permettait de gagner un peu d'argent, mais ce n'était pas suffisant. Cette situation et les catastrophes naturelles, comme les inondations et les tremblements de terre, ont transformé cette demeure, autrefois la plus propre qui soit, en une construction encombrée.
En 2009, la vieille dame a déménagé dans une maison de retraite. Quelques années plus tard, sa propre maison a été vendue à un nouveau propriétaire qui doit désormais la nettoyer lui-même. De nombreuses personnes se sont moquées de cette idée et la révolution de la maison auto-nettoyante n'a jamais eu lieu. Pourtant, les architectes et les constructeurs reconnaissent aujourd'hui que son idée était fonctionnelle et méritait d'être concrétisée. En 1998, alors que les ordinateurs commençaient à prendre leur essor et à accaparer toute l'attention, quelqu'un a eu l'idée brillante d'un distributeur de bonbons motivant qu'il a fait breveter. Il serait équipé d'un capteur optique fixé à votre écran. Le capteur garde un œil sur toutes vos activités et vous récompense avec des bonbons si vous envoyez un courrier de travail ou si vous terminez un long document important. Plus vous effectuez de tâches professionnelles, plus vous recevez de bonbons. En 2001, une pochette de poignée cybernétique permettant de transporter crayons, téléphones, baume à lèvres et autres petites nécessités a été brevetée. Si tu n'aimes pas ratisser les feuilles à l'automne, tu vas probablement adorer cette solution unique que l'inventeur décrit comme compatible avec le mouvement naturel du corps d'une personne. Le pantalon de ramassage des feuilles est doté de tubes flexibles à fermeture éclair fixés aux jambes du pantalon et d'un filet fixé entre les deux pour ramasser les feuilles pendant que tu marches. Les gros tas que tu laisses derrière toi peuvent être facilement enlevés par la suite. La serre en forme de casque a été conçue pour apporter la nature aux citadins. Tu portes sur ta tête un dôme fermé et anti-buée avec de minuscules plantes sur des étagères intégrées. Lorsque tu expires, les plantes se chargent de toutes les mauvaises particules et te rechargent avec l'oxygène le plus pur. Le casque serait équipé d'un système d'interphone pour te permettre de communiquer avec les personnes extérieures à ton dôme. Si tu as un animal de compagnie, mais que tu n'as pas 24 heures dans la journée pour lui accorder toute l'attention physique qu'il désire, tu apprécieras le distributeur de caresses automatique. Il fonctionne aussi bien pour les chats que pour les chiens, avec sa main mécanique et leur joue des airs relaxants. Le gadget est activé lorsque Rififi ou Patapon se trouve sur la plateforme de détection de mouvement. Les oreilles des animaux de compagnie peuvent se retrouver au mauvais endroit, comme dans une assiette de soupe, et répandre la nourriture partout. En 1980, quelqu'un a décidé de remédier à ce problème et a breveté des protections d'oreilles pour animaux légères, réglables et faciles à utiliser. Elles ont été conçues spécialement pour les animaux de compagnie, principalement les chiens qui ont de longues oreilles, afin de prévenir tout contact avec la nourriture. Ils proposaient également de décorer les tubes lors d'occasions particulières. Un masque facial anti-faim a été inventé à la même époque pour ceux qui doivent passer leur journée autour de la nourriture pour des raisons professionnelles. Les chefs, cuistots et autres employés de restaurants qui s'occupent de la nourriture peuvent le mettre et le verrouiller avec un petit cadenas. Il est certes encore possible de respirer et de parler, mais il devient très difficile de manger. Le plus important est de ne pas perdre cette clé, sinon il faudrait suivre un régime perpétuel. Les pantalons traîneaux étaient équipés d'un siège pour glisser le long des collines et de sangles aux jambes et à la taille pour les maintenir solidement attachés à leur propriétaire. Ils étaient configurés pour épouser la forme du corps humain. Pour arrêter la luge une fois arrivé à destination, il suffisait de replier la partie intérieure et de s'éloigner comme si de rien n'était. L'extenseur de tête a été inventé en 1923 pour permettre une meilleure circulation. 2 personnes tenaient une plaque de métal entre leurs dents. Les plaques étaient maintenues ensemble par un ressort. En tirant chacune dans sa direction, les 2 personnes participent à une sorte de tir à la corde, mais pour la tête. Quelqu'un a eu l'idée brillante d'une montre qui permettrait de savoir combien de temps il te reste à vivre en années, mois et minutes. L'estimation de l'espérance de vie serait basée sur des méthodes statistiques et des facteurs de santé personnelle du propriétaire. La montre était équipée d'un microprocesseur pour stocker les données et d'interrupteurs afin de réinitialiser celles-ci. Le gilet pour animaux de compagnie serait le choix idéal pour ceux qui ne peuvent pas laisser leurs compagnons seuls à la maison. Il s'agit d'un gilet ou d'une ceinture avec de nombreuses ouvertures tubulaires tout autour du corps du maître. Toute la structure est transparente. Il y a de petits compartiments pour la nourriture et pour sortir l'animal. Un collecteur automatique de pourboire se compose d'une main artificielle et d'une boîte à monnaie que l'on porte à la taille. Lorsque l'argent que quelqu'un dépose dans le tuyau de raccordement ne semble pas suffisant, un panneau « Pas de vente » apparaît. Les chaussures de mer, inventées dans les années 1960, ont permis de marcher sur l'eau. Elles utilisaient des hélices en pied de canard et nécessitaient un très bon sens de l'équilibre de la part du propriétaire pour rester à flot. Tu cours dans la forêt nocturne pendant plus d'1 heure. Tu es plus rapide qu'un guépard. Tu n'es pas fatigué et tu n'as pas froid. Tu entends le déplacement d'une souris entre les racines d'un arbre et tu captes toutes les odeurs de la forêt. Grâce à ta vision nocturne, tu vois un oiseau dans le ciel. Tu peux rester des mois sans nourriture ni eau. Tes branchies te permettent de nager librement sous l'eau.
C'est ainsi que l'évolution a créé les humains dans un monde parallèle, des organismes surperformants préparés à tout ce qu'ils pourraient rencontrer dans la nature. Dans notre monde, les choses sont un peu plus compliquées. Nous avons évolué, mais nous ne sommes pas toujours devenus plus forts. Les humains n'ont survécu que parce qu'ils se sont adaptés et ont transformé le monde qui les entoure. Un humain n'a que 32 dents. Lorsqu'elle tombe, elle ne pousse plus. Mais l'évolution ne s'arrête pas. Nos aliments sont devenus plus tendres et plus nutritifs. Tu n'as pas besoin de les mâcher pendant longtemps. Le nouveau régime alimentaire a réduit la mâchoire et agrandi le cerveau. Résultat, il n'y a plus de place pour les 4 dents les plus proches de l'articulation. On les appelle les dents de sagesse. Dans le futur, nous n'aurons que 28 dents. Et même aujourd'hui, 35% des gens n'ont pas de dents de sagesse. Homo sapiens est le seul mammifère à avoir un menton. Il s'agit de la protubérance le long du bord inférieur de la mâchoire. Même nos proches parents, les gorilles et les chimpanzés, ont la mâchoire inclinée vers l'intérieur. Les anthropologues pensent que le menton est le résultat de la réduction du visage humain. Peut-être que dans le passé, le menton soutenait notre puissante mâchoire et renforçait notre force. Au cours de millions d'années d'évolution, le visage a rétréci, mais le menton est resté. Pose ta main sur une surface plane, relie ton annulaire et ton pouce, plie ton poignet et tu verras peut-être le muscle long palmaire. 15% des gens n'ont pas ce muscle. Il n'affecte pas la force de préhension et a aujourd'hui perdu son utilité. Il y a des millions d'années, il permettait à nos ancêtres de grimper adroitement aux arbres. L'évolution nous a privés de cette compétence utile, mais son souvenir est resté en nous. Les chiens, les chevaux, les singes et bien d'autres animaux peuvent bouger leurs oreilles. Cela leur permet de mieux entendre et de communiquer entre eux. Les humains ont un long cou flexible, mais l'évolution les a privés de cette capacité. Pourtant, 20% des humains modernes peuvent le faire. C'est un rappel additionnel d'une époque où nous n'étions pas très différents des autres animaux. 10% des gens ont un tubercule de Darwin dans leur oreille. Dans le passé, nous avions des oreilles pointues ressemblant à celles des macaques modernes, et cette petite bosse en est la preuve. Lorsqu'un manchot empereur fait éclore ses œufs, il ne mange pas pendant 115 jours. Les scorpions peuvent rester sans manger pendant une année entière. L'évolution n'a pas donné aux humains une bosse de graisse semblable à celle des chameaux, ni la capacité d'hiberner comme un ours. Chaque matin, nos ancêtres se réveillaient et luttaient pour leur survie. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour cela. Nous devons donc manger tous les jours. Ce n'est pas très pratique, surtout quand ta nourriture n'est pas vendue dans un supermarché, mais qu'elle court à travers la forêt ou nage dans la rivière. Dans le cerveau humain, à tout moment, 100 milliards de neurones fonctionnent. Grâce à cela, tu as une bonne mémoire et tu peux parler. C'est essentiel pour la survie. Mais un gros cerveau présente un défaut. Pour que les neurones fonctionnent, il a besoin de beaucoup de carburant. Il ne représente que 2,5% du poids du corps, mais consomme 20% de son énergie. En 2 heures de jeu d'échecs, un grand maître brûle 560 calories. Un joueur de tennis professionnel dépensera la même quantité d'énergie en une seule heure. Les gros cerveaux nous rendent faibles. Même un petit chimpanzé est beaucoup plus fort qu'un humain. Pourquoi as-tu besoin de muscles si tu ne te balances plus sur les branches? Mais tu as besoin d'un gros cerveau pour négocier et coopérer avec d'autres personnes. Nous sommes devenus plus faibles et nous aimons de plus en plus nous allonger sur le canapé. C'est une position confortable pour réfléchir. La nuit, nos ancêtres étaient particulièrement vulnérables. Lorsque tu dors dans un nouvel endroit, le côté gauche de ton cerveau est plus éveillé que le droit. Cette réaction du cerveau s'appelle l'effet première nuit. Il s'agit d'une ancienne réaction du corps au danger qui rôdait dans l'obscurité. Il y a 40 à 60 millions d'années, l'évolution nous a donné une autre peur. Nous sommes nés avec la peur d'être mordus par un serpent ou une araignée. Apparemment, ces animaux étaient le principal danger pour les premiers primates. Les anthropologues disent que nous sommes devenus des coureurs il y a 2 millions d'années. Des épaules larges permettent de balancer facilement les bras et de garder l'équilibre. Un ligament spécial s'étend de la colonne vertébrale à l'arrière de la tête. Il stabilise la tête pendant la course. Aucun primate n'a de muscles fessiers puissants. Il ne fonctionne à pleine puissance que lorsque tu cours. L'absence de poils et la présence de 3 millions de glandes sudoripares empêchent notre corps de surchauffer. Les humains sont de parfaits coureurs. Mais l'évolution nous a rendus lents. Tu ne dépasseras jamais un chimpanzé sur une courte distance. Et c'est sans parler des guépards. Ils accélèrent jusqu'à une vitesse incroyable de 113 km/h. Mais presque tous les animaux terrestres sont des sprinteurs et ne courent pas pendant plus de 10 à 15 minutes. A l'inverse, les humains sont adaptés aux longues distances. Marcher sur 2 jambes a aidé nos ancêtres à résoudre de nombreux problèmes.
problème. Ils ont libéré leurs mains pour transporter de la nourriture ou des outils. 2 jambes et un dos droit ont rendu nos ancêtres plus grands et encore plus effrayants pour les autres animaux. Lorsque tu te tiens sur 2 jambes, tu aperçois rapidement un tigre à dents de sabre qui t'attend dans les hautes herbes des plaines ou de la savane africaine. Le poids de ton corps est réparti sur seulement 2 membres, et cela a des conséquences. Tu peux tranquillement marcher dans la rue, trébucher et te blesser à cause de cela. Considère que c'est le prix à payer pour la marche debout. Alors pourquoi avons-nous besoin d'orteils? Certainement pas pour les cogner au coin des meubles. Lorsque nos ancêtres vivaient dans les arbres, les orteils les aidaient à s'accrocher aux branches. Imagine que tu puisses travailler sur ton ordinateur, faire des dessins ou préparer des œufs brouillés, tout cela avec tes pieds. Ce serait super, mais l'évolution nous a encore privés de cette aptitude. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans les arbres, mais nos pieds sont restés souples. En y réfléchissant bien, les sabots nous conviendraient mieux. Ils sont durables et n'ont pas besoin de chaussures. Mais jusqu'à ce que nous évoluions à nouveau, nos pieds resteront fragiles. Ils ont chacun 26 os, ce qui ne rend pas notre marche ou notre course plus sûre. Tu vas au cinéma, tu prends ton seau de popcorn et tu commences à le grignoter en prévision d'un excellent spectacle. Mais ensuite, tu commences à t'étouffer. Ces quelques minutes de toux et de larmes involontaires semblent durer une éternité. L'humain est le seul mammifère qui peut s'étouffer avec sa nourriture. Nous ne pouvons pas manger et respirer en même temps. La raison en est la structure de notre appareil vocal. Ton larynx se trouve dans ta gorge et c'est grâce à lui que tu peux parler, mais pas en mangeant. La chair de poule, ou horripilation, est le nom du réflexe qui rend ta peau non pas lisse, mais bosselée. Cela se produit lorsque tu as froid ou que tu as peur. Nos ancêtres étaient couverts de poils épais. Quand ils avaient peur, les follicules pileux se soulevaient. Cela les rendait plus grands et menaçants pour les autres animaux. Cette réaction naturelle réchauffait le corps alors que l'air devenait plus froid. Le corps des humains modernes n'a plus de poils longs et épais. Mais si ce film est vraiment effrayant, ou si tu as oublié ta veste le soir, la chair de poule apparaît quand même. Les ours, les hérissons, les chauves-souris, certaines tortues, les poissons et les insectes, toutes ces créatures ont une chose en commun, elles hibernent. Les scientifiques affirment que nos ancêtres étaient aussi sur cette liste. Dans une grotte du nord de l'Espagne, des chercheurs ont trouvé des ossements fossilisés d'humains préhistoriques. L'analyse a montré qu'il y a 500 000 ans, les humains pouvaient passer plusieurs mois à hiberner comme les ours. Grâce à cela, ils ont survécu à la période glaciaire. Nos yeux nous permettent de voir la poussière dans l'air et les énormes montagnes à l'horizon. Nous voyons le monde en couleurs et reconnaissons les visages des autres. Et lorsqu'il fait plus sombre, notre vision s'adapte rapidement aux nouvelles conditions. Mais nous ne voyons pas bien dans l'obscurité. L'évolution ne nous a pas donné la vue d'un tarsier. Ce primate, de la taille d'une batte de baseball, peut parfaitement voir dans l'obscurité. Les tarsiers pourraient facilement attraper un scarabée volant dans la forêt nocturne. Toutefois, tu ne voudrais peut-être pas que tes yeux occupent la majeure partie de ton visage. Et les scarabées ne font pas vraiment partie de tes encas préférés après la tombée de la nuit, si ?